C'est-à-dire que l'atmosphère et l'eau, on peut les polluer, d'ailleurs on ne s'en prive pas, on les pollue même abondamment, mais on ne sait pas les faire disparaître. On ne sait pas faire disparaître l'atmosphère. L'atmosphère est formée de 79% d'azote. C'est une molécule extrêmement solide qui est formée de 2 atomes d'azote attachés ensemble par une triple liaison atomique. C'est quasi incassable. Il a fallu attendre le début du siècle pour pouvoir ouvrir cette molécule et faire du nitrate et faire la Première Guerre mondiale et exterminer 10 millions d'hommes. Avant, on faisait que des guerres artisanales. Enfin, Napoléon avait commencé à industrialiser un peu le processus, mais par rapport à ce qu'on a fait en 14, c'était un peu ridicule. Donc c'est un milieu très solide. L'eau, c'est pareil. Si on voulait faire disparaître l'eau de la planète, il faudrait chauffer la planète à environ 100 degrés, ce qui évidemment poserait des petits problèmes. Ce sol, il est habité. Et dans 1 gramme de sol forestier de chez nous, c'est de l'ordre d'1 million de bactéries appartenant à des milliers d'espèces différentes que l'on trouve. Dans ce même gramme, il y a des milliers d'espèces de champignons, des centaines d'espèces d'amibes. Et au total, par hectare, vous avez 5 tonnes de microbes, 5 tonnes de racines et une toute petite tonne et demie d'animaux auxquels vous avez pensé d'emblée, mais dommage, dommage. Ils sont moins abondants que ce qu'ils mangent, les racines et les microbes, et ça c'est normal. Alors finalement, ces quelques 12 tonnes environ représentent l'équivalent de, selon leur taille, 150 à 250 moutons par hectare, que vous ne voyez pas, mais qui sont là. Il y a là 25% des espèces décrites, et de nombreuses espèces inconnues, notamment parmi les microbes. Rien qu'en France, on compte dans nos sols au moins 115 000 espèces de bactéries. Comparez ça à moins de 600 espèces d'oiseaux et moins de 200 espèces de mammifères. C'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Et puis, ce sol, il abrite au total entre la moitié et les 3/4 de la biomasse vivante. Et si vous ajoutez la biomasse morte, feuilles mortes, animaux morts, microbes morts qui se trouvent dans le sol, c'est 60 à 90% de la matière organique totale qui se trouve là. C'est là que ça se passe. C'est très facile de détruire un sol, et c'est ce que l'humanité fait depuis 7000 ans, puisque nous avons déjà détruit, jusqu'en 1900, on avait détruit 1 milliard d'hectares de terre, qui ont agrandi les déserts. Nous avons agrandi remarquablement les déserts depuis que nous cultivons la planète. Et au XXe siècle, juste au XXe siècle, on a fait 1 milliard d'hectares de désert. Donc vous voyez, on a accéléré sérieusement. Les anciens, ils étaient un peu lents dans leur processus de dégradation. Nous, on est beaucoup plus performants avec nos machines et nos pesticides. Et on dégrade à l'heure actuelle 10 millions d'hectares de sol chaque année. Alors c'est assez embêtant parce que le sol, c'est notre terre nourricière. Et le fait d'avoir perdu 2 milliards d'hectares de terre nous met dans une situation un peu compliquée. C'est qu'il ne nous reste plus qu'1,5 milliard d'hectares pour 7 milliards d'habitants. On nous annonce qu'on sera 9, 10, 11, enfin chacun y va de ses petits chiffres. Et donc, perdre de la terre tous les ans avec une population qui, elle, grandit constamment, c'est pas une très bonne idée parce que ça va se terminer assez mal, parce qu'on a quand même besoin de la terre pour se nourrir. Mais certaines bactéries parviennent très bien, qui utilisent le CO2 à la place de l'oxygène, avec comme déchet du méthane. D'autres bactéries, elles, utilisent les nitrites, donc des formes d'azote oxydé du sol. Et le déchet est un gaz qu'on appelle le protoxyde d'azote. Vous le connaissez sous le nom de gaz hilarant, mais vous allez voir, il n'est pas très drôle, parce que tout ça, c'est des gaz à effet de serre, et le méthane est 50 fois plus efficace que le CO2 pour l'effet de serre, et le protoxyde d'azote est quant à lui 250 fois plus efficace que le CO2 pour l'effet de serre. On a donc des molécules qui contribuent à réchauffer le globe, et le problème est que la façon dont nous gérons les sols aujourd'hui conduit à un renforcement de la production de ces gaz, et donc conduit à un renforcement de l'effet de serre. 99% des fraises et des tomates sont hors sol, et vous avez remarqué que les fraises et les tomates n'ont plus de goût. Elles sont belles, hein, elles sont rouges, elles ont de belles couleurs, ressemblent à des tomates, ressemblent à des fraises, mais vous les mettez en bouche, c'est pas des fraises, pas des tomates, parce que le goût, c'est le sol qui va le donner. C'est-à-dire que l'atmosphère, c'est la quantité, c'est la masse, si vous voulez, et toute la qualité, tout ce qui va donner la subtilité gustative, ou la synthèse des essences, la synthèse des parfums dans les vins, ça c'est le sol qui va le donner. Alors le sol, lui, c'est très différent, il n'apporte pas grand-chose, 6% du poids des plantes, donc c'est pas grand-chose, mais attention, 24 atomes. C'est pas du tout carbone, oxygène, hydrogène comme l'air, c'est 24 atomes. Et c'est ça qui va donner toute la complexité et qui va donner la notion de terroir. Parce que chaque roche va avoir une composition particulière qui va faire que un morgon va morgonner parce que c'est un granit riche en manganèse. Donc chaque vin va avoir un goût particulier parce que la roche qui est dessous a son équilibre minéral et va donc donner des goûts particuliers. Suivez-moi. L'homme produit
fait produire davantage de gaz à effet de serre au sol de plusieurs façons. La première, c'est le labour. Qui laboure aère le sol, amène de l'oxygène. Et donc, dans un sol standard, la respiration microbienne en est améliorée. La quantité de matière organique s'effondre, on va y revenir, mais surtout, le sol produit plus de CO2. On aime bien les sols riches en eau. On irrigue, et évidemment, le paroxysme de l'irrigation, c'est la riziculture inondée. Dans ces sols-là, il n'est plus question de respirer à l'oxygène. Ces sols-là, les sols irrigués ou ennoyés, produisent du méthane et du protoxyde d'azote. Ils le font d'autant plus que dans certains de ces sols, on a rajouté des engrais minéraux, parmi lesquels du nitrate. Et le cocktail ajout de nitrate et irrigation est un cocktail explosif, pas visuellement, mais climatiquement explosif parce qu'il relargue beaucoup de protoxyde d'azote. D'ailleurs, la carte de France du relargage de protoxyde d'azote est éloquente. Vous voyez se dessiner toutes les zones agricoles humides. Vous voyez le bassin parisien, la plaine du Rhin, la plaine de la Saône et du Rhône. On voit très très bien la Limagne. On voit l'Aquitaine, le bassin aquitain, mais pas la forêt des Landes. Et puis, on ne voit pas la plaine languedocienne, car elle, pour le coup, elle est plutôt sèche. Et là, il n'y a pas de sol ennoyé, ce sont des sols qui respirent à l'oxygène. Oui, 80% du protoxyde d'azote produit par l'homme en France sort de ces sols et de sa façon de gérer les sols. 80% de ce que nous surproduisons est lié à la façon dont nous gérons nos sols. État des lieux dans un pays comme le nôtre assez catastrophique, 18% de la SAU est exposée à l'érosion. Nous perdons chaque année 90 000 hectares de terres agricoles chaque année, avec une population qui augmente de 300 000 habitants. Et sur ces 82 000 hectares, il y en a 60 000 hectares qui sont bétonnés. Nous bétonnons un département tous les 7 ans en France. C'est ce qu'on appelle le progrès. Nous perdons en moyenne 5 tonnes par hectare et par an. Et donc, tout ce système-là fait que, comme les sols sont de plus en plus malades, on est obligé d'irriguer parce que les rendements sont en train de chuter. Dans le monde entier, les rendements sont en chute. Ils nous avaient annoncé miracle avec les engrais. C'est pas que tout ça, ça avait été un miracle pendant un moment parce que nous avons planté sur des sols que les anciens avaient quand même laissés avec du fumier et du compost. Mais depuis qu'on met plus de fumier dans nos terres, c'est en train de baisser. Donc on irrigue de plus en plus. Et 80% de l'eau est consommée par l'agriculture. Donc vous voyez, on vous embête à la télévision en disant de fermer votre robinet quand vous vous lavez les dents, mais 80% de l'eau, elle sert à arroser du maïs qui nourrira des cochons. Donc faut quand même dire un peu les choses. Voilà les zones les plus dégradées. Vous voyez que c'est l'Italie qui est championne. Mais vous voyez que la région toulousaine est bien placée avec ses maïs irrigués, qui est une région qui souffre énormément d'érosion. Si vous avez l'occasion de passer sur la Garonne, vous allez voir sa couleur. Elle est entièrement marron. C'est tout nos patrimoines qui s'en va dans les rivières. Mais aussi, un autre problème est l'artificialisation, l'extension de nos villes et de nos infrastructures de transport. Bon an, mal an, c'est un département français de taille moyenne qui est soustrait à la surface agricole utile tous les 7 à 10 ans. Et d'une façon paradoxale, on voit s'étendre des villes alors que d'autres meurent. J'étais la semaine passée à Sainte-Foy-la-Grande, puis à Périgueux, villes dont les centres-villes peinent à entretenir ce qui fut leur grandeur et leur formidable patrimoine architectural. Et pendant ce temps-là, quelques pas de là, en prenant le train pour retourner à Paris, je voyais les quartiers en construction dans la périphérie de Bordeaux, au détriment de sols agricoles fort fertiles. Or, vous savez, les sols, quand on les a perdus, on ne les refabrique pas. Il faut de l'ordre d'un millénaire chez nous pour faire un sol. D'ailleurs, le spectacle des rivières marrons est devenu tellement courant que pour les gens, c'est considéré comme complètement naturel. Personne n'est choqué par le fait. Alors juste une petite photo pour vous montrer comment l'homme dégrade les sols. À gauche, là, vous avez un blé d'hiver. Vous pouvez remarquer que du côté où il y avait le blé, pourtant il n'est pas gros, le blé il est tout petit, vous voyez, il n'y a pas eu d'érosion. Et puis à droite, l'agriculteur a laissé le sol nu pour faire une culture de printemps. Et là, l'érosion est catastrophique. Vous voyez, petite observation de terrain. Quand la terre est protégée, la terre, elle est comme nous, nous avons des cheveux qui nous protègent du climat. La terre, elle a besoin de plantes pour éviter l'érosion. Alors voilà une photo qui est intéressante, qui a été prise par Lydia. Vous êtes ici, on travaille en Amazonie. Au-dessus de la rivière, vous avez la rivière de l'Iguassou, la grande réserve de l'Iguassou. C'est un milieu qui a 70 millions d'années, qui reçoit 3 mètres d'eau par an. Et vous pouvez remarquer que l'eau qui sort de la rivière, à droite, est totalement transparente. Et puis en bas, c'était la zone où on travaillait, c'est une zone agricole. Vous pouvez remarquer que la rivière qui sort de la zone agricole est entièrement pleine de boue.
C'est intéressant comme photo parce que ça vous montre que là où la main de l'homme ne met jamais les pieds, il n'y a pas d'érosion. Et puis dès que l'homme intervient, toute la terre s'en va. Alors le labour, on a déjà évoqué certains de ses défauts, mais j'aimerais d'abord, sur cette image qui peut paraître normale, cet hiver qui commence, tout le monde est préparé à voir des paysages bruns. Dois-je vous rappeler que jamais les sols n'ont été nus? Il y a toujours eu quelques restes de plantes, sinon quelques plantes vivotantes, même au cœur de l'hiver, pour les couvrir. Ça, c'est une image complètement inhabituelle. Alors, cette image, elle résulte, ou elle implique la destruction de la vie du sol. Cette image, par exemple, d'oiseaux qui volent derrière un tracteur, je ne parle même pas de la poussière, qui est un début d'érosion par le vent. Mais regardez, ces oiseaux-là, ils ne sont pas là sans que ça ait un prix pour le sol. Ils sont en train de se gaver de petits animaux du sol et de vers de terre. C'est l'image d'un holocauste. Ceci est l'image d'un holocauste. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les vers de terre qui morflent. Les champignons au corps délicatement constitué d'un réseau de filaments se font déchirer dans le labour. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'espèces qui n'y survivent pas, de telle sorte que, assez souvent, il y a moins d'espèces dans le sol quand on le laboure que quand on ne le laboure pas, à sol identique. Alors, le paradoxe, qui pourrait vous paraître positif, mais en fait, ça ne remplit pas les mêmes fonctions dans le sol. C'est qu'il y a souvent plus d'espèces de bactéries. Il y a des espèces qui arrivent à s'installer et qui ne s'installaient pas tant que la compétition des champignons les empêchait de s'installer. Mais une bactérie, en termes de fonctionnement du sol, ne remplace pas un champignon. On voit bien ici l'image d'une perturbation avec certains groupes qui prolifèrent en nombre d'espèces et d'autres qui, au contraire, régressent. Le labour est donc, par rapport à la vie du sol, bel et bien un problème. Néanmoins, il y a certaines espèces qui s'installent, notamment ces bactéries, et qui vont bien aérer, respirer plus. Et je vous l'ai dit, cette respiration accrue du sol, elle fait que vos sols agricoles vont déstocker de la matière organique et contribuer à l'effet de serre. Si vous regardez la teneur en matière organique des sols de France, vous retrouvez, ici avec des ronds qui sont d'autant plus gros qu'il y a de matière organique pour chaque case de la carte de France, vous retrouvez les plaines du bassin parisien, vous devinez la plaine rhénane, la vallée de la Saône puis du Rhône, vous voyez très bien le Languedoc-Roussillon, dont les sols sont bien aérés et respirent beaucoup, vous voyez très bien le bassin aquitain, sauf la forêt, évidemment, des Landes, qui, elle, stocke du carbone. Donc on a vraiment un déstockage de matière organique, et ça, c'est une catastrophe, car la matière organique, c'est elle qui nourrit les microbes le lendemain, là, il n'y en a plus beaucoup. C'est elle qui stabilise les trous et qui fait la porosité. C'est elle qui retient l'eau parce qu'elle a de l'affinité pour l'eau. Et donc, vous obtenez un sol qui s'érode plus facilement, qui nourrit moins bien ses microbes et puis qui lutte moins bien contre l'effet de serre. Alors, comment on fait pour détruire un sol? Toujours la même chose. On commence d'abord par le tuer biologiquement. Comment on fait pour tuer un sol biologiquement? On met des engrais. Qu'est-ce qui va passer en mettant des engrais dans un sol? Vous allez brûler la matière organique parce que vous allez mettre trop d'azote. Et vous allez favoriser les bactéries. Et les bactéries sont les organismes qui minéralisent la matière organique. Et ceux qui fabriquent les humus, c'est les champignons. Et les champignons, ils se multiplient 20 fois plus lentement que les bactéries. Mais ils sont par contre les seuls organismes au monde à attaquer la cellulose et à la transformer en humus. Donc si vous donnez trop d'azote, vous favorisez les bactéries qui se multiplient 20 fois plus vite. Les champignons disparaissent. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a plus de champignons dans nos champs. Moi, je me souviens, gamin, on allait ramasser les rosés dans les prés, parce qu'il y avait encore des champignons. Les vieux, ils mettaient encore des fumiers dans les champs. Tout ça, c'est fini. Donc, les champignons ont disparu. Quand ils ont disparu, plus d'humus. Et comme on minéralise, le taux de matière organique s'effondre. Dans un pays comme la France, on est passé entre 1950 et maintenant de 4% à 2% de matière organique. Quand il n'y a plus de matière organique, qu'est-ce qui se passe? La faune disparaît. Parce que la faune, elle est comme nous, elle mange. Elle a besoin de manger. Elle mange la matière organique. Donc, les vers de terre disparaissent, toute la faune disparaît. Dans un pays comme la France, on est passé de 2 tonnes de vers de terre à l'hectare à moins de 100 kilos. Vous voyez, c'est un effondrement complet de la faune. Or, la faune, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps à remonter les éléments. C'est-à-dire qu'un ver de terre, vous ne le voyez pas, mais toutes les nuits, il vient chercher à manger au-dessus, il descend de la matière organique au fond du sol, il remonte de l'argile, et puis avec ses excréments, il remonte le magnésium, le potassium, le calcium. Et quand vous analysez un turricule de ver de terre, donc le turricule, c'est ses excréments, eh bien c'est bourré de potasse, de phosphore. Donc la faune, elle passe son temps à remonter les éléments, alors que la pluie, les forces physiques de la nature passent leur temps à tout descendre dans le profil. Donc quand la faune disparaît, qu'est-ce qui se passe? Tout descend et vous allez polluer. Et on va accuser les agriculteurs d'être des pollueurs. Non, ça y est, j'y suis arrivé, merci. On va accuser les agriculteurs d'être des pollueurs parce qu'évidemment tout va descendre puisqu'il n'y a plus d'animaux pour remonter. Donc vous allez rentrer à ce moment-là dans une deuxième dégradation qui est la dégradation chimique, c'est-à-dire que votre sol
non, ça c'est juste pour vous montrer des choses amusantes, mais ces cultures de fraises en Espagne, vous n'avez pas le droit de vous approcher des cultures tellement elles sont arrosées de pesticides, mais par contre vous avez le droit, vous, de manger les fraises. C'est une question de... Donc après la dégradation biologique, on va rentrer en dégradation chimique. Les éléments vont descendre. Ils vont descendre, vont aller polluer les nappes phréatiques, polluer les rivières, et vous allez avoir un phénomène d'acidification des sols. Donc vous avez perdu vos humus, vous avez perdu les éléments qui attachent argile et humus, le calcium, le magnésium, qui ont 2 charges positives. Les humus sont négatifs, les argiles sont négatifs, et c'est calcium, magnésium, fer qui attachent ensemble argile et humus. Or, ces éléments se lessivent, et vous allez donc rentrer. Alors là, le lessivage, ça donne des choses intéressantes, hein, ça donne les marées vertes en Bretagne, ce qui fait que c'est sympa, on peut plus se balader sur les plages. Et vous allez ensuite rentrer dans la dégradation physique, c'est que les argiles n'étant plus attachées par les humus, elles vont partir dans les rivières, et vos rivières vont être pleines de boue. Et c'est ce qui se passe à l'heure actuelle quasiment sur toute la planète. C'est-à-dire que l'humanité n'est toujours pas capable, au bout de 7000 ans d'agriculture, de développer un système protecteur des sols. Tout le monde sait, a entendu parler de l'effet de serre. Ce qu'on ne réalise pas toujours, c'est que l'effet de serre fait partie des choses qui rendent le monde vivable pour des organismes comme nous. Sans effet de serre, on pense que la température du globe serait en moyenne de moins 50 degrés. Nous avons évolué sur une Terre chauffée par l'effet de serre. Et l'une des choses qui produit des gaz à effet de serre en temps normal, là je ne vous parle pas encore d'une terre peuplée par l'homme, c'est les sols. En effet, je vous ai dit tout à l'heure, les sols respirent. Ils produisent du CO2, qui est un des gaz à effet de serre. Mais les gaz à effet de serre ne se limitent pas au CO2 et d'autres sont bien plus efficaces. En effet, dans les circonstances où il n'y a pas d'air, par exemple parce qu'il y a beaucoup d'eau, dans des sols ennoyés par exemple, certaines bactéries respirent différemment. Alors le glyphosate s'avère extrêmement toxique pour les vers de terre et notamment pour leurs cocons, c'est-à-dire les groupes d'œufs qu'ils laissent dans le sol et qui sont après un labour le seul espoir qui est des vers de terre de nouveau. De la même façon, le glyphosate est extrêmement toxique pour les spores des champignons qui font les fameuses mycorhizes. Vous savez, ces associations avec les racines des plantes. Et après un labour, il n'y a que les spores de ces champignons qui puissent leur permettre de se développer à nouveau et de refaire des mycorhizes. Eh bien, le glyphosate est extrêmement toxique pour ces champignons. Le glyphosate n'est pas calculé pour tuer ça, c'est un herbicide, mais il a cet effet secondaire. Il est donc incompatible avec les mécanismes qui mettent en place les sols et leur exploitation par les plantes. D'autres intrants sont les engrais minéraux. On a remplacé la matière organique, dont la décomposition, le fumier par exemple, dont la décomposition libère de l'azote, du phosphate, du potassium et toutes ces choses-là, on a remplacé ça par des engrais minéraux, c'est-à-dire du nitrate, du phosphate, du potassium sous forme minérale. Évidemment, les plantes poussent bien, mais regardez, une plante qui a beaucoup d'azote et de phosphate ne va plus payer les champignons pour aller faire les courses. Elle n'interagit plus avec les champignons mycorhiziens, parce qu'elle peut se nourrir toute seule. Si vous habitez au-dessus d'une boulangerie, vous ne payez pas un gamin pour aller chercher du pain. Vous allez le chercher vous-même. Et en fait, c'est ça qui se passe. C'est que quand on rajoute des engrais, on voit que, alors même que la quantité de champignons pathogènes du sol reste constante, la quantité de champignons capables de faire des mycorhizes s'écroule, parce qu'ils ne sont plus nourris par les plantes. Au passage, la plante perd aussi leur effet protecteur. Et ça appelle des pesticides. Donc c'est une logique qui a nourri l'humanité. Il faut bien comprendre que pesticides et engrais ont stabilisé la quantité d'aliments et nous ne souffrons plus de famine. Mais aujourd'hui, nous voudrions réduire les effets secondaires de cela, et sur notre santé, et sur celle des sols. D'autant plus que ces engrais, amenés en grande quantité, ils sont certes plus faciles à attraper pour la plante, mais il y en a tellement qu'il y a des fuites. Et ces fuites finissent, on le sait, dans les rivières, puis dans les fleuves, puis dans la mer. Et on redémontre ici ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir que les sols abreuvent, alimentent les océans. Ça finit en marée verte sur les côtes bretonnes ou en marée brune sur les côtes caraïbes. Ça finit en engrais pour algues et ça fait ces marées d'algues qui n'en finissent plus d'essayer de se décomposer et de nous empuantir la vie à coups d'hydrogène sulfuré. Donc vous voyez que finalement, nos pratiques de labour, nos pratiques d'intrants sont problématiques, mais il y a une dernière pratique qui montre que ce n'est pas que les agriculteurs qui foutent le bordel. Nous foutons le bordel collectivement. D'abord parce que nous achetons les produits agricoles et donc nous les validons quelque part et nous validons les pratiques qui sont derrière. Alors c'est complètement paradoxal quand on y pense. Parce qu'en fait, les sols sont bien sûr une source de gaz à effet de serre, mais en fait,
il serait surtout, si nous savions nous en servir, une façon de réduire l'effet de serre. Et ça illustre le désastre de notre pratique actuelle de l'écologie. Nous l'utilisons pour comprendre ce qui ne marche pas et dicter des interdits, mais nous ne prenons pas la peine de l'étudier avant d'agir et nous nous dispensons de leviers d'action colossaux. Suivez-moi. Je vais vous parler d'une initiative qui s'appelle le 4 pour 1000. 4 pour 1000, ça veut dire 0,4%. On compte que si on augmentait la teneur en matière organique des sols de 0,4% par an, cela enterrerait une quantité de carbone, c'est ce qu'on appelle la compensation écologique, équivalente au CO2 que l'homme libère dans l'atmosphère chaque année. Vous suivez mon raisonnement ? Tout ça, c'est de la matière organique qui va être empêchée par le feu ou par des métabolismes microbiens rapides, comme dans du compost, de donner du CO2. Enterrée, elle va se décomposer plus lentement, elle va stocker du CO2, sans obliger nos enfants à hériter de forêts, plutôt de plantations, que nous les aurons forcés d'entretenir pour stocker nos déchets de CO2. Eh oui. Ça veut dire que cette grande initiative du 4 pour 1000, qui est malheureusement peu connue, les sols sont en fait, même si aujourd'hui ils contribuent à l'effet de serre, une des grandes solutions, un des grands espoirs pour l'effet de serre. Alors vous allez me dire, oui, mais quelle matière organique ? Eh bien, regardez dans votre cuisine. Bien sûr, il y a le fumier animal, mais il y a aussi toute cette matière organique que nous jetons et qui ne retourne pas dans les sols et qui ne sert pas à stocker du carbone. Alors bien sûr, il faut faire retrouver à tous les fumiers et à toutes les poubelles, tout le contenu organique des poubelles, le chemin des sols. Ça n'est pas donné, mais ça vaut la peine d'y penser, non ? Ah oui, mais comme on ne pense pas au sol comme à une solution, eh bien ça reste à penser. Plus vous allez avoir un sol mort, moins vous aurez de synthèse de ces éléments, plus vous allez être carencé quand vous allez manger les plantes. Il y a par exemple un élément dont à l'heure actuelle les Européens sont terriblement carencés, c'est le sélénium. Parce que le sélénium est un élément assez rare dans les sols, et il est chélaté uniquement par des microbes, et à l'heure actuelle, la quasi-totalité de la population européenne est carencée en sélénium. Très embêtant, parce que le sélénium, c'est le cofacteur des peroxydases qui vous protège contre le cancer. Et comme par hasard, les cancers explosent. Alors, pourquoi on n'a plus de sélénium ? Parce que les plantes qui ont le plus de sélénium, c'est les crucifères, c'est les choux. Le problème du chou, c'est que si vous mettez des engrais chimiques sur le chou, il se met à puer. C'est-à-dire que quand la personne fait cuire du chou, il y a tout l'immeuble qui pue le chou. Donc on essaie de mettre des croûtons de pain pour essayer de calmer. C'est parce qu'on met trop de soufre dans les engrais chimiques et on synthétise trop de cystéine sulfoxyde qui pue. Donc les gens, ils mangent plus de choux. Pareil pour l'asperge. Si vous mettez trop d'engrais chimiques, l'asperge, vous allez aux toilettes, ça pue dans les chiottes parce que il y a trop de cystéine sulfoxyde. Alors que les choux cultivés biologiquement, ils puent pas. Et vous avez le plaisir de manger du bon chou-fleur, surtout pas le chou-fleur breton qui est bourré de soufre et qui pue. Donc le fait qu'on mange plus ces plantes-là parce qu'elles sentent mauvais quand on leur met des engrais chimiques, fait qu'on est carencé en sélénium. Donc remanger du chou, mais bio, pas chimique. Donc autre effondrement, c'est la variété de ce que nous mangeons. Pour vous donner une idée, j'ai retrouvé chez un brocanteur le catalogue de pomologie de 1904, 3600 variétés de fruits. À l'heure actuelle, vous avez une vingtaine de variétés seulement qui couvrent tout le marché. Donc ça aussi, c'est un effondrement. Pareil dans les plantes sauvages. Nous consommons beaucoup moins de plantes sauvages que nos ancêtres, parce que d'abord on les connaît plus. Et puis, il faut voir dans quel état sont nos pauvres pommes. Maintenant, je vous dis 30 traitements. Regardez ce qui se passe quand vous comparez une rainette du Mans avec une golden, en teneur en vitamines. À l'heure actuelle, quand on fait des comparaisons avec les pommes de l'entre-deux-guerres, on a 100 fois moins de vitamines dans une pomme actuelle, moderne, que dans une pomme de l'entre-deux-guerres. Donc il va falloir manger beaucoup de pommes. Alors ils vous disent manger des fruits et des légumes, d'accord, mais enfin s'il faut se manger 200 pommes par jour pour avoir la dose de vitamines, on n'est pas sorti de l'auberge. Effondrement des variétés de légumes. Regardez comment on est passé entre 1903 et 1983. En betterave, on avait 288 variétés, il n'y en a plus que 17. Vous voyez l'effondrement total de notre variété alimentaire. Les teneurs, donc les écarts entre 1950 et 1999, de la pomme, la banane, l'orange. Alors il y a une curiosité, c'est la vitamine C sur le raisin, parce qu'en 1950, c'est une expérience canadienne, en 1950 le Canada ne faisait pas de raisin, donc il faisait venir son raisin de Californie. Or la vitamine C est une vitamine qui ne dure pas longtemps, elle ne résiste pas longtemps au transport. Donc comme l'arrivée de Californie, évidemment, ils n'avaient plus de vitamine C, et c'est pour ça qu'il y a une remontée de la vitamine C, mais sinon, vous voyez, il n'y a plus grand-chose quand vous mangez. Regardez les pommes de terre, il n'y a plus rien, quoi. On mange des trucs qui sont complètement vides. Après, on s'étonne d'être malade, il n'y a plus rien à manger. Regardez dans les blés,
plus de fer, plus de zinc, enfin, tout chute, quoi, tout se casse la figure. Ils sont tellement de mauvaise qualité, nos blés, qu'on est obligé de rajouter des gluten de synthèse pour pouvoir faire du pain, parce qu'on n'arrive pas à faire du pain avec. Alors après, on dit, oh, les gens font des allergies au gluten. Non, il ne faut pas des allergies au gluten du blé. Il faut des allergies au gluten de synthèse qu'on rajoute dans le blé. Vous voyez, il ne faut pas... Regardez les éléments carniers, il n'y a plus rien, quoi. Hein, vous regardez les fromages et la viande, et les teneurs en magnésium, calcium, on dit aux gamins, mange de la viande, ça porte du fer. Oui, il fallait autrefois manger de la viande pour avoir du fer, mais à l'heure actuelle, vous voyez les effondrements, 100% de fer en moins dans les parmesans. Nous mangeons une alimentation, c'est pour ça que les gamins à 10 heures, ils mangent des cochonneries de Mars et tout, c'est qu'ils n'ont rien dans le ventre. On a des alimentations qui sont complètement... Alors ça entraîne évidemment des carences, hein, les manques de calcium, magnésium, qui sont les éléments dont nous manquons le plus. Tout le monde a des problèmes de crampes, des contractions musculaires, etc., parce qu'on manque de tout. Hein. Et ça, c'est dû au fait qu'il n'y a plus d'activité biologique dans les sols et que c'est les microbes qui apportent tous ces éléments dont nous avons besoin pour être en bonne santé.